Merci Dominique. Ce que tu nous proposes, c'est très réflexif, c'est très ouvert. C'est un projet de repolitisation, on peut dire, de ce que tu appelles les STS. Alors, d'abord, je signale que moi, je suis au bord des STS. Une nouvelle formule. C'est pas au bord du politique, mais bon, aussi. Et si vous êtes au bord d'ailleurs de la communauté participation et délibération. Et du coup, qu'est-ce que tu mets dans les STS quand tu parles de nous? Moi, je sais que j'avais eu une interaction assez marrante avec Bruno Latour. Sur nous n'avons jamais été modernes, je ne savais pas de qui il parlait. C'était nous, producteurs de vin en Bourgogne, nous les Occidentaux, nous les anthropologues, nous les humains, nous les non-modernes qui n'ont pas été... Enfin, donc là, il y a un problème de sujet politique, visiblement, parce que et je voudrais que tu essayes de nous dire, au fond, si c'est cette communauté STS et comment tu en définis les bords, parce que du coup, selon la manière dont on place la barrière très loin ou très proche du cœur, c'est-à-dire au fond très anglo-saxon, même si la Tour et Calon sont au cœur du dispositif, etc., c'est aujourd'hui quand même, il suffit d'aller dans les congrès 4 East pour voir que c'est quand même un standard très anglo-américain. Et je voudrais savoir comment tu définis cette communauté que tu mets en œuvre après de manière critique, enfin de manière réflexive, que j'apprécie tout à fait, parce que je suis assez d'accord sur pas mal d'énoncés, mais du coup ça me pose problème quand même sur qui tu t'adresses. Parce que si je pense au pragmatisme, à la française. Vous savez, il y a 3 pragmatismes. Il y a les pères fondateurs, on ne va pas revenir, Dewey et compagnie. Il y a le pragmatisme nouveau, Rorty et Putnam, qui a pas mal déchaîné la haine critique d'ailleurs aux États-Unis sur relativisme. Et d'ailleurs, dans l'affaire Sokal, on y retrouve des bouts, etc. Et il y a le pragmatisme à la française. Et on est en train de nous demander des comptes. On m'a demandé un papier pour une revue de philosophie, mais je fuis là. J'ai dit que j'avais un colloque ici, que je ne veux pas le récupérer, etc. Parce qu'au fond, c'est quoi votre pragmatisme par rapport aux deux autres? Et en fait, le pragmatisme à la française, il a au moins trois écoles. Il y a l'école Boltanski-Thévenot, qui en fait est un pragmatisme durkheimien, donc très bizarre. En tout cas, qui fait partie du paysage, qui est intéressant à regarder. Il y a le pragmatisme issu de tous les travaux de Quéré et compagnie, donc l'ethnométhodologie remise en branle sur des sujets un peu nouveaux. Et il y a effectivement le courant STS à la française, c'est-à-dire quand même la théorie de l'acteur réseau avec des élargissements. Alors première chose, moi ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est que dans le Calon, alors ça c'est vrai dans le texte, c'est un peu moins vrai dans ce que tu as dit aujourd'hui, c'est quand même un focus sur la démocratie technique dans le papier qui est important. Et qui va revenir, je pense, notamment à Rémi Barbier cet après-midi ou d'autres. Calon, c'est aussi l'économie des réseaux et de l'innovation. C'est-à-dire que la schizophrénie que tu nous remets en scène ici, elle est déjà présente. Elle a été particulièrement présente à l'école des Mines, et elle se réplique, puisqu'on en a parlé ici même, il y a à peine 2 ans, à propos de la réforme de la recherche, des réformes de la recherche, du management, etc., où il se trouve qu'on prenait un exemple au hasard, c'est-à-dire par exemple l'IFRIS, où on voyait qu'il y avait effectivement une schizophrénie interne entre aller plus vers le management par projet, etc., et utiliser ces dispositifs pour effectivement faire ce que tu nous proposes là, c'est-à-dire un programme de relance au fond d'une sociologie critique des sciences, et qui voit les sciences au fond comme des entités ou des régimes d'énonciation parmi d'autres dans des processus beaucoup plus complexes que le point de départ. Donc ça, c'est déjà, si tu arrives à avancer là-dessus, je serai assez content. Et j'ai fait l'essentiel de mon boulot. Après, 2-3 points quand même qui, moi, me mettent un peu mal à l'aise quand tu as une histoire de l'amont, l'aval, le trop tard. Quand même, le principe de précaution qui, maintenant, depuis 15 ans, est au cœur, en France, de la Constitution. C'est pas rien. Aux États-Unis, j'en reviens avec un collègue, etc., ils nous envient, ils voudraient le mettre en Californie, ils essayent de le mettre, etc. Et c'est-à-dire cette possibilité d'ouvrir le débat avant même que des choses soient installées sous forme de ce que tu appelles des produits. Et dans le cas des nanos, on l'a vu, on a des débats qui se produisent très tôt, à Grenoble en 2006. Dans le cas des OGM, quand tu regardes comment ça se passe, c'est la première cargaison de soja qui arrive par bateau, Greenpeace l'intercepte et c'est lancé. Donc on n'a pas attendu d'avoir les OGM dans les assiettes pour que la discussion soit lancée. Et d'ailleurs, la conférence de citoyens arrive en 98. Ça a été la première en France. Une expérience fort intéressante, beaucoup analysée. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de papiers qui reviennent sur ces conférences citoyens, mais ça a quand même été un moment fort. Et donc, c'est plus compliqué que ça. Alors, moi, c'est vrai que je prends les choses en longue série et je suis les acteurs, parfois sur le long terme. Ce qui a un avantage, c'est que je m'apprêtais à écrire un article avec un collègue actuellement à Brighton, Marco Lettonen, sur l'énergie nucléaire. Et au fond, la sûreté était devenue un problème secondaire. C'est vrai ces dernières années.
la question de sûreté des réacteurs, etc. Et avec un événement majeur type Fukushima, tout bascule. Et donc, quelle place pour les événements, les catastrophes, les accidents, que personne n'anticipe, mais qui posent le problème, effectivement, de qui va réguler et qui font émerger des acteurs nouveaux. Parce que là, on a l'impression, dans ton propos, au fond, qu'on est dans une conception un peu lisse du participatif. Il y a des émergences, il y a des surgissements. Je reviens dans le cas des nanos, PMO est un surgissement qui a non seulement produit des effets sur le débat public, sur la perception générale des nanos, mais aussi sur les STS, puisque la notion d'acceptologue, c'est le terme que j'ai utilisé pour décrire la manière dont nous désignions PMO, puisqu'on était nous-mêmes décrits finalement comme des acceptologues, c'est-à-dire des sociologues qui visent à faire avaler les pilules du monde néo-totalitaire que PMO dénonce. Et on a bien des surgissements, donc le néoludisme, par exemple, est intéressant de ce point de vue-là. Et donc, comment tu introduis tous ces accidents, ces dérivations, ces changements de régime? Là, on a l'impression quand même que tu as appliqué ce que tu critiques par ailleurs, c'est-à-dire une version un peu procédurale. Il y a des gens qui arrivent avec des produits qui vont essayer de les faire passer. Bon, quand ça bloque, effectivement, tu le dis, on va essayer de faire des débats, des machins pour les faire accepter. C'est quand même beaucoup plus dynamique et tordu que ça. Autre point, sur notre exemple d'amont, actuellement, je suis des gens qui travaillent sur l'OGM caché. C'est-à-dire ils ont compris que les firmes n'allaient pas appliquer les directives européennes ou les façons de définir les OGM, mais commencer à utiliser des techniques soit de transgenèse, soit autres, des techniques génétiques qui n'utilisent pas le transgène pour produire toujours les mêmes fins, des produits commerciaux, etc. Donc il y a des veilles citoyennes qui sont déjà à l'œuvre, avant même que les choses soient sorties des laboratoires. À tel point qu'il y a des biologistes qui viennent consulter des sociologues pour savoir s'ils ne doivent pas les mettre dans leurs ANR ou leurs programmes européens en amont pour essayer d'anticiper les anticipations des autres. Donc on est quand même dans des choses, tu vois, beaucoup plus sûres. Ça m'amène à deux choses. Une critique générale que je fais à tout le monde, puisque je me suis faite à moi-même, sur le statut de l'argumentation dans tout ça. Parce qu'au fond, on a des controverses, on a des débats, mais on a une conception pauvre de ce que c'est qu'un argument. L'argumentation, et pour travailler avec Marianne Doury, qui est une élève de Christian Plantin, que personne ne connaît évidemment, qui est pourtant un grand théoricien de l'argumentation, ce n'est pas des briques qu'on se balance, et ce n'est pas dans la vieille tradition rhétorique. Il y a depuis Perelman, Toulmin, énormément de choses qui se sont faites. Je pense à trois écoles importantes, celle évidemment de Ducrot, ici même dans cette école, qui consiste à regarder les marques et les adverbes. Et c'est vrai que quand je lis un texte aujourd'hui, je suis frappé par les adverbes. Donc là, je ne ferai pas le coup. Mais sur le suivant, je pourrais m'amuser à le faire. La société des égaux, vue du point de vue adverbial. C'est intéressant, notamment désormais. On a beaucoup travaillé là-dessus. Désormais, enfin, ces énonciations qui font passer, qui obligent à penser autre chose. Et donc, l'école de Van Emmen à Amsterdam sont des gens qui ont essayé de regarder sérieusement comment on parvenait ou non à rationnellement créer un espace argumentatif. Et en fait, à partir de là, ça a ouvert des travaux considérables. Et l'argumentation, justement, ça incorpore depuis longtemps le raisonnement ordinaire. Depuis longtemps, les disputes, les conversations, tout est rentré dans ces courants-là. Et ce n'est pas la version, je dirais, rationaliste, un peu simplifiée qu'Habermas tire de la tradition philosophique, etc. Et il y a des choses à tirer, parce que c'est un des fils par lequel on peut relier toutes ces instances que tu mets en œuvre. Et je trouve que là, sinon, on a quand même la politique, la science, l'industrie qui se baladent dans des processus un peu procéduralisés. Je trouve que c'est dommage. Et dernier point, je m'arrête là-dessus, c'est la question des temporalités. Dans les STS, je voudrais avoir ton point de vue là-dessus. Dans le courant des STS, c'est un des points d'achoppement, mais c'est vrai dans d'autres secteurs des sciences sociales, la pensée du temps est quand même assez pauvre, assez simple. Soit on a un temps plat, le plat de spaghettis, enfin plat avec des spaghettis, soit on a un temps qui est complètement endogénéisé dans les dispositifs et les réseaux et on n'a rien à dire sur le temps parce qu'au fond il est, voilà, on prend une horloge et on décrit le temps de l'horloge, on le paraphrase d'une certaine manière. Soit on a le temps qui est celui de l'alignement, c'est-à-dire de l'irréversibilité. Et dès qu'on regarde un sujet, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs, la première chose qu'ils font, c'est essayer de briser le temps qui leur est imposé. Si vous prenez par exemple les déchets radioactifs, actuellement, on vous annonce un débat en 2013, une décision en 2015, les travaux qui commencent. En 2025, un premier colis radioactif. Là, je parle des déchets à haute radioactivité longue vie. On a une procédure qui est déjà écrite et évidemment, on peut s'attendre à ce qu'on a appelé tout à l'heure participation ou mobilisation vienne briser ce temps et modifier les échelles de temps. Donc, comment tu introduis ça? Parce qu'évidemment, ça a un peu disparu dans cette version que tu donnes. Mais encore merci parce que c'est vraiment plein de pistes et fort riche. Merci. Merci Francis pour cette discussion.